Francosphère. Dominique Roderer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère avec la personnalité la plus sphérique du cinéma français. D'abord par son rayonnement planétaire, de la Russie aux Amériques, en passant par l'Afrique et l'Asie. Ensuite par son gabarit d'ogre insatiable. Notre invité Mathieu Sapin a suivi pas à pas depuis 2012 Gérard Depardieu, l'acteur aux 150 rôles, qui s'est lui-même forgé un personnage dont le dessinateur tente de faire le tour dans Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. De tout ou beaucoup, c'est ce qui compte pour Depardieu quand il se met à table. Mais pour le goût de l'enfance, ramené d'Allemagne par Anne Bonneau, ce sera plutôt à la carte que buffet à volonté. Marina se souvient de son apprentissage de la nourriture bio. Dans Speak French, Jean-Marie Chazot s'intéresse à Depardieu en version Hollywood. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Gérard Depardieu, qui fait souvent preuve de francophobie, reste-t-il malgré lui un des meilleurs ambassadeurs de la francophonie à travers le monde ? Moi, je pense parce qu'il n'y a pas plus français que lui. Il a un nom extrêmement français, il a un physique et une manière de parler la langue et d'être tout simplement français, ce qui fait que quand il est à l'étranger, de toute façon, c'est un français. Si vous cherchez acteur français dans le dictionnaire, on va tout de suite tomber sur Depardieu, ouais, je pense. Avant tout autre. Oui. Votre rencontre, elle se fait sur une idée de cinéma, documentaire, 150 ans après le voyage d'Alexandre Dumas avec un peintre dans le Caucase. C'est celle du retour au Caucase pour la chaîne Arte avec Depardieu en Dumas. Et puis vous, le dessinateur de BD à la place du peintre. Oui. Alors, qu'est-ce qui prime en Azerbaïdjan quand vous vous y trouvez ? C'est la culture francophone du passé, celle d'Alexandre Dumas ou celle du présent, Gérard Depardieu ? C'est un mélange curieux parce qu'on suivait vraiment l'itinéraire que Alexandre Dumas avait suivi. Et du coup, on parlait avec des gens qui manifestement avaient entendu parler de Dumas. Il y avait quand même des traces, c'était assez drôle, c'était un peu comme une enquête. Mais sinon, c'était aussi beaucoup, bien sûr, une découverte de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui et qui a bien changé depuis Dumas. Depuis Dumas, oui, on imagine. Notamment l'exploitation du pétrole et du gaz. Comment est-ce que vous trouvez votre place dans ce voyage ? Mais assez naturellement, en fait, je pense que très vite. Alors moi, j'avais été à peine présenté à Gérard Depardieu avant le tournage, donc c'était très bref, quelques minutes passées chez lui, et puis quelques jours après, on se retrouve à Bakou. Et là, tout de suite, je me jette à l'eau parce que il me propose d'aller à la piscine de l'hôtel où on était. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance en barbotant dans sa piscine. Et très vite après, on a passé de longues heures en voiture à sillonner les routes du Caucase. Et c'est quelqu'un qui parle en fait très facilement, qui vous tutoie tout de suite. Et la rencontre, la discussion s'est faite vraiment comme si, de manière très très naturelle. Vous êtes né en 1974, c'est-à-dire que vous pourriez être le petit frère de Guillaume et Julie Depardieu, nés respectivement en 71 et 73. Ça compte dans votre relation avec leur père, Gérard ? En tout cas, il était, je pense, à la fois très complice avec moi, et bien sûr, il y a un côté, forcément une figure un peu paternelle, mais c'est pas tellement ça qu'il met en avant. Disons que ce qui est étonnant, c'est qu'entre nous deux, il y avait vraiment une espèce de duo improbable, puisque je suis très très différent de lui, je suis beaucoup plus fluet, beaucoup plus effacé, et en même temps, lui, il me laissait de l'espace pour aussi lui donner la réplique et même le mettre en boîte parfois. Donc il y avait une espèce de duo assez comique finalement. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Mathieu Sapin, auteur chez Dargaud d'un roman graphique et biographique sur Gérard Depardieu, voici son ou leur portrait coupé, décalé par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Mathieu Sapin ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Mais Gérard Depardieu, vous le connaissez, le Falstaff du cinéma français. Celui pour qui l'expression « monstre sacré » semble avoir été inventée. Aujourd'hui, l'ex-loupard de Châteauroux a ses entrées au Kremlin, chez Poutine, tandis que Mathieu Sapin les avait à l'Élysée, chez Hollande. Les initiales de Gérard Depardieu, GD, soulignent que chez lui, tout se fait en grande dimension. Celle de Mathieu Sapin, MS, qu'il préfère la taille S. Elle convient mieux à son gabarit de souris aux aguets, qui voit tout, entend tout, puis le dessine dans ses petits Mickey. Mais quand Gérard l'hippopotame et Mathieu le mulot se retrouvent ensemble sous la douche, qui est l'arroseur et qui est l'arrosé ? Est-ce que vous n'êtes pas, Mathieu Sapin, d'abord écrasé par la masse physique de Gérard Depardieu ? Non, curieusement, je n'ai pas été
comment dire, j'ai trouvé ma place assez naturellement, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui est drôle, c'est aussi le jeu des regards. C'est quelqu'un qui est évidemment habitué à ce qu'on le remarque, qu'on le voit, mais c'est aussi quelqu'un qui vous regarde beaucoup et qui vous scanne. Il est attentif à l'autre. Ouais, complètement. Et il arrive à voir des choses, c'est étonnant, hein. C'est-à-dire, il va tout de suite voir si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez quelque chose à dire ou à cacher. Enfin bref, Et il il est cherche vraiment à vous dans mettre à l'empathie. l'aise. Il cherche à vous mettre à l'aise. Ça dépend. C'est-à-dire que s'il aime bien la personne, il peut être vraiment adorable. S'il en a contre vous, ça peut être un enfer. Et on m'avait prévenu d'ailleurs avant de le rencontrer. Et il y a un côté pile ou face, on ne peut pas savoir. Mais je l'ai vu s'énerver contre des gens de manière assez injuste ou vraiment excessive. Mais avec moi, non, il a toujours été très, très super, en fait. C'est une question d'humeur de sa part. Ça passe ou ça casse? D'humeur, mais aussi de ressenti. C'est quelqu'un qui est très sensitif, très instinctif. Et il y a des gens qui, manifestement, ils l'aiment plus que d'autres. Et il sent vraiment quand ça passe ou pas. À vous lire, on a l'impression qu'il est facile aussi de rentrer dans l'intimité physique de Gérard Depardieu. Vous vous retrouvez, comme nous le disait Corinne, tout de suite sous la douche ensemble. Oui, je parlais tout à l'heure de la piscine. Après, naturellement, donc après la piscine, il faut aller prendre sa douche. Sauf qu'à Bakou, c'est des douches un peu à l'orientale. Hein, et donc, tout est ouvert, hein, comme dans les vestiaires. Et donc, j'étais assez étonné le premier jour, enfin la première heure quasiment, où je fais connaissance avec lui, qu'il avait aucun problème à se mettre à nu. Et du coup, moi, j'étais bien obligé de faire pareil. Et de fait, ça permet au moins tout de suite ça brise la glace, quoi. 5 fruits et légumes par jour, surveiller sa ligne et son régime alimentaire, ce n'est pas vraiment le genre de Gérard Depardieu. Raison de plus pour faire une pause diététique dans cette émission avec Anne Bonneau et le goût de l'enfance de l'Allemande Marina, portée sur la nourriture bio. C'est marrant parce que vraiment la première chose, c'est le muesli que me faisait ma maman le matin avant que j'aille à l'école. Et c'était un muesli fait maison. Les pommes qu'elle mettait dedans, c'est elle qui les épluchait et qui les mettait en petites purées, etc. Les noix, les Haferflocken, c'est les céréales. C'était vraiment préparé et c'était très très bon et c'était très très sain et très bio aussi parce qu'à l'époque, pratiquement tout ce qu'on mangeait, tout venait de la terre directement à l'assiette pratiquement. Et j'ai 2 oncles qui sont paysans, qui ont donc des vaches et des cochons et des champs où on récoltait les pommes de terre, etc. Et donc on mangeait essentiellement ça. C'était très bon, mais un peu rustique, on va dire. Mais aussi, j'avais une arrière-grand-mère et elle, c'était une grande gourmande. Et chez elle, il y avait toujours de toutes les choses qui pour nous étaient du luxe. Quand je venais chez ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle me faisait toujours ce qu'on appelle aujourd'hui des sandwichs. Elle disait, dans la plus grande misère, on met plus de charcuterie que de pain, ou plus de jambon surtout, parce que moi c'était le jambon que j'aimais bien. In der größten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. C'est un peu comme Marie-Antoinette qui disait pourquoi ils ne mangent pas les croissants ou les pains au chocolat s'ils n'ont pas de pain. Elle disait ça et ça tranchait avec ma famille paysanne de l'autre côté. C'est là où j'ai mangé la première fois une olive. Et la première olive, je l'ai crachée direct. J'aimais pas. L'enfance, en fait, c'est l'apprentissage du monde. Avec mon arrière-grand-mère gourmet et gourmande, je crois que ça m'a donné vraiment des bonnes bases pour venir en France et pour vivre en France après. Vous suivez Gérard Depardieu en Allemagne, Michel Sapin, et puis dans d'autres pays d'Europe pour la série culinaire à Plaine. Mathieu Sapin, qu'ai-je dit? Michel Sapin, ben oui, c'est l'autre Michel Sapin, c'est le ministre. Évidemment, Mathieu Sapin, il est dessinateur, mais vous fréquentez l'Élysée, alors on finit par se dire que vous en faites un peu partie. Donc, vous êtes en Allemagne avec lui, et puis là, on se dit qu'il vaut mieux pas être végétarien. Il est très carnivore, Gérard Depardieu. Il ne comprendrait pas un végétarien.
Ça dépend, je pense qu'il est capable de manger. Il mange tout en fait. Donc et je pense qu'il pourrait très bien s'adapter si il a un repas végétarien, mais le repas suivant, effectivement, il va manger un cochon de lait ou des charcutailles. C'est assez étonnant parce qu'il a une espèce d'appétit pour tout. Et moi, je l'ai suivi dans le cadre d'une émission qui s'appelait À pleines dents, une série pour Arte, où là, effectivement, l'objectif, c'était de découvrir tout ce qu'on peut manger en Europe. Et quand on vit avec lui, c'est inévitable, on grossit alors? Moi, j'ai pris pas mal de poids en le côtoyant, ouais. C'est parce qu'il ne s'aime pas, qu'il ne soigne pas son apparence? Alors, il dit, lui, qu'il ne s'aime pas, qu'il a un rapport très contrarié à son image et à lui-même. Oui, et du coup, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un avec la notoriété qu'il a, il fait pas semblant. Il est complètement nature. Et s'il a envie de dire quelque chose, il le dit. S'il a envie il fait pas du tout. Il est jamais dans l'après ou dans une forme de fabrication de l'image. Donc ce monstre sacré, ça n'est pas un monstre secret? Ouais. Ouais, et pourtant, ce qui est curieux, c'est qu'il donne tellement une image un peu caricaturale de lui que souvent les gens s'arrêtent là. Et moi, dans cette bande dessinée, j'ai voulu montrer qu'il y avait autre chose, qu'il était plus subtil que ça, plus complexe, plus fragile aussi. Et donc j'ai essayé, même si la bande dessinée est drôle, parce qu'il y a des moments très drôles, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'humour, mais aussi il y a des moments plus de gravité parce qu'il est... Voilà, c'est vraiment quelqu'un avec une personnalité très très riche. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie du dessinateur Mathieu Sapin, auteur en BD de Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Dans une précédente émission, Francosphère, nous avons reçu le romancier calédonien Enguerrand Guépi. Il raconte dans un fauve les dernières heures de Patrick Devers, le partenaire de Depardieu dans Les Valseuses, avec cette explication de son suicide alors qu'il se prépare à jouer Marcel Cerdan, rapporté par la mère de Devers, Mado Morin. Vous savez très bien qu'il y a ce fameux coup de téléphone qui aurait déclenché Elsa, donc sa femme d'alors, lui disant qu'elle le quitte pour vivre avec Coluche et qu'il ne verrait plus sa fille. Ce sont les mots de Mado Morin qui a été confirmé plus ou moins par sa fille Lola. Il s'avère que Patrick Devers, ce 16 juillet 1982, en effet, est dans une forme optimum pour jouer le rôle de Marcel Cerdan. Il n'est plus dans la drogue, il a arrêté pour le tournage. Mais ce que je dis toujours, c'est un homme qui est cerné par les ennuis. Il a des tas de problèmes et de soucis qui, au fond, à mon sens, au moment où il va recevoir ce coup de téléphone, vont totalement le submerger parce qu'il a toujours été sur la corde raide et qu'à un moment donné, il n'a plus pu résister et il n'avait pas les armes à ce moment-là pour se retenir. Enfin, il n'avait pas la foi suffisante peut-être, je ne sais pas. Devers et Depardieu, les deux héros des Valseuses, le film qui les lance finalement tous les deux. Il y a une allusion aux Valseuses dans votre album, Mathieu Sapin, parce que c'est le film que Dédé, le père de Depardieu, va voir au début de la carrière de son fils, et ça le bouleverse pas plus que ça. Oui, j'aime bien cette anecdote, parce qu'à un moment donné, Arnaud Frilet, qui nous accompagnait lors du voyage, lui demande à Gérard, mais est-ce que ton père se rendait compte du fils qu'il avait, de la star qu'il était devenu? Et son père était quelqu'un de manifestement très très simple, qui vivait à Châteauroux, qui était loin de tout ça. Et donc un jour, il décide d'aller voir les Valseuses, parce que tout le monde lui parlait des Valseuses. Et il va au cinéma, et il va voir le film, et en revenant, les gens lui disent alors, ça y est, t'as vu ton fils au cinéma? Et puis il s'appelle Dédé, son père, il dit bah ouais, j'ai vu, c'est Gérard quoi. et donc je trouvais ça marrant parce que pour lui ça avait rien d'extraordinaire. Les Valseuses, c'était tellement une espèce de représentation de ce que c'était Gérard comme il pouvait être par ailleurs. Exactement. Alors que nous, quand on voit Les Valseuses, c'est un film totalement dingue, quoi. C'est pour ça qu'il est aussi naturel, d'ailleurs, Gérard Depardieu dans Les Valseuses. Alors il y a aussi sa mère, Lilette. Quand il voit une belle vache en Bavière, ça lui fait penser à sa mère, mais c'est dit sans méchanceté. Oui. Il a l'art comme ça, Gérard, de sortir des images ou des interprétations qui peuvent
qui pourrait être mal perçu, mais pour lui, c'est un compliment. Et donc, comparer sa mère à une vache, oui, c'était vraiment très tendre. Pourtant, il a quelques raisons de lui en vouloir. Elle a tenté, quand elle était enceinte de lui, de le faire passer avec des décoctions de queue de cerise. Et ça aussi, il le raconte très naturellement. Oui, alors lui, il raconte ça. Bon, après, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais il se dit comme quelqu'un qui n'était pas souhaité. Donc, c'est quand même un peu terrible, évidemment, quand on y pense. Il y a un côté très... on sent que, oui, il y a une blessure. Les disparus, comme Patrick Devers, il avait pu faire allusion devant vous, avec lui. Vous le dites aussi, c'est pas un homme du passé, il ne ressasse pas Gérard Depardieu. Non, il ne ressasse pas du tout, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a connu tellement de personnalités impressionnantes, que ce soit du milieu du cinéma, bien sûr, mais aussi des hommes politiques. Il était, ou des écrivains. Il était très proche de Marguerite Duras, de Barbara. Il a très bien connu François Mitterrand. Où il était intime avec Fidel Castro, par exemple. Donc, comme ça, une quantité incroyable de personnalités qui sont aujourd'hui décédées. Et je pense que c'est très difficile de vivre avec ça. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite. Cette petite cantate fa, sol, do, fa, n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuse au bout de tes doigts, moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa, sol, do, fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Gérard Depardieu interprétant une petite cantate de Barbara, justement, dédiée à la pianiste Liliane Benelli, décédée dans un accident de la route avec Serge Lama. Sauf que là, Depardieu, on a l'impression que c'est à Barbara qu'il parle précisément. Avec celui de son fils Guillaume, c'est un des premiers noms qui lui vient dans le cimetière d'Azerbaïdjan où vous vous trouvez. Oui, à un moment donné, on parle de la mort, et c'est vrai qu'il en parle sans détour. Il n'a pas vraiment de tabou, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui il vit pas dans le passé. Il est toujours, comme il dit, il veut toujours être à demain, être ailleurs, et en même temps, on sent qu'il trimballe quand même c'est pas nostalgie, c'est pas le terme, mais une douleur, certainement, bien sûr. C'est quelqu'un de gai ou de triste, Gérard Depardieu ? C'est quelqu'un de complexe. C'est quelqu'un qui peut être gai et qui peut être très drôle et qui peut être très triste. C'est quelqu'un qui peut être très emporté et fort et très doux. Pour tout est, on peut faire tous ces genres de parallèles. Il y a des moments où il peut ne pas boire du tout pendant des semaines, d'autres moments où il boit à l'excès. Voilà, il est en déplacement, il a envie d'être tranquille, il est double. Alors justement, dans votre BD, on le voit plus souvent refuser de boire que de manger. Manger, il ne peut pas s'en empêcher, c'est compulsif. Mais boire, il s'en méfie ? Je pense qu'aujourd'hui, il fait très attention, parce que il sent certainement qu'il se connaît, quoi. Mais il sait que s'il commence à boire, il va boire beaucoup. Tout ce qu'il fait, il le fait, soit il le fait pas, soit il le fait beaucoup. De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à un peu tous les domaines. Et comme je disais, il y a des moments où il a envie d'être tranquille, qu'on lui fiche la paix, et puis très vite il s'ennuie. C'est quelqu'un qui déteste s'emmerder, comme il dit, et il est tout le temps en train d'essayer dans une espèce de désir, d'appétit, de vie, de découverte. Et c'est assez d'ailleurs fatigant quand on le suit, parce que c'est plus qu'une pile, c'est un générateur électrique, quoi. Vous avez beaucoup pratiqué la BD reportage, la BD embarquée, embedded comme on dirait en journalisme. Vous avez commencé avec Johann Sfar, Gainsbourg, Une vie héroïque, la rédaction du journal Libération, François Hollande dans sa campagne, et puis à l'Élysée. Qui est le plus facile à suivre ou le plus difficile d'ailleurs? Prenons que les deux derniers, entre François Hollande et Gérard Depardieu. C'est ça qui m'amuse, c'est qu'ils sont vraiment les opposés.
François Hollande, en tout cas dans sa vie politique, tout est organisé. Quand je travaillais sur l'Élysée, il y avait un programme toutes les semaines. Je savais qu'est-ce qui allait se passer, où et quand, et donc il me suffisait de m'organiser par rapport à ça. Depardieu, c'est un boulet de canon qui part dans toutes les directions, et c'est impossible d'essayer de poursuivre. Il faut vraiment s'accrocher et essayer d'obtenir des infos. Et lui-même est vraiment très très difficile à suivre. Mais c'est ça qui est bien, c'est les deux justement. Depardieu a soutenu Sarkozy en 2012. Vous montrez à Hollande que vous êtes du côté de Depardieu en train de le suivre. Vous montrez à Depardieu que vous avez suivi Hollande. L'un comme l'autre, finalement, accepte tout à fait la situation ? Je pense que dans le cas de Depardieu, ça l'amusait. Effectivement, il peut avoir des mots très durs envers François Hollande, mais ça l'amusait, cette proximité de ma part. Et il me mettait en boîte dès qu'il en avait l'occasion. Donc lui, il trouvait ça plutôt rigolo. Et je pense même qu'il était aussi un peu flatté par le fait qu'après avoir parlé de l'Élysée, le sujet suivant, c'est un autre monument qui est Depardieu. Quant à François Hollande, je pense qu'il est moins à l'aise avec la question, mais en même temps, il reconnaît que, bien sûr, c'est aussi un... Moi, j'aime bien dire que Depardieu était un monument, parce que c'est pas loin d'être la vérité. Je pense même quand on voit la passion que les gens ont ressenti au moment de son départ en Russie, que ce soit dans l'excès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont détesté pour ça, d'autres qui l'ont pris de sa défense. Il y a un côté, moi j'aime bien dire qu'il est un peu presque dans le domaine national, Depardieu. Y a-t-il trop de liberté en France ? Question posée aujourd'hui dans Génération Watt, l'enquête menée auprès des jeunes ultramarins par les chaînes premières. Sandrine Weber a sélectionné des réponses de Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop de liberté. Oui, parce que les gens se permettent maintenant de faire tout et n'importe quoi. Mais que ferons-nous sans liberté ? Les lois aussi peut-être sont pas adaptées, qui fait qu'il y a... Puis le sentiment d'impunité, on parlait de ça hier soir, et la liberté qu'on donne aux enfants, alors qu'ils ont besoin d'un cadre. Ouais. Voilà. Les enfants connaissent leurs lois maintenant. Ils vous le disent maintenant, ils vous disent voilà, tu n'as pas le droit de me taper ou tu n'as pas le droit de... Il faut juste qu'on fasse attention et qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Aujourd'hui, dans notre société, ils nous font croire qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Non. Il n'y en a pas trop. Jamais trop de liberté. Oui. On se rappelle tous d'il y a une dizaine d'années, on était tous en scooter, sans casque, sans ceinture de sécurité, on pouvait rouler comme on voulait. Pour moi, non, on nous a tous restreints, quoi. Moi, je me base sur le contexte actuel. Chez nous, il y en a trop. En fait, il y a des libertés, mais pour moi, il n'y en a pas trop. C'est liberté de circuler, liberté d'expression, liberté de se marier avec une personne du même sexe. Elle me semble juste, ces libertés. Depardieu me paraît plutôt libertaire. Mathieu Sapin, est-ce que vous n'avez pas du mal justement à comprendre qu'il fasse les yeux doux à la Russie homophobe et liberticide de Poutine ? Je pense qu'il est surtout... séduit par Poutine lui-même. C'est-à-dire que Poutine, je ne suis pas sûr qu'il s'intéresse tellement à la politique. Et qu'est-ce qui lui plaît dans cet homme-là ? Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est très magnétique, très charismatique, très impressionnant. Moi, je ne l'ai pas rencontré, Vladimir Poutine, mais tous les gens qui l'ont rencontré sont assez impressionnés. Il n'est pas très grand, mais il dégage quelque chose manifestement. Sinon, les vrais hommes de pouvoir ont une aura, oui. C'était sans doute le cas pour Fidel Castro aussi. Oui, certainement, mais ça dépend lesquels, parce que François Hollande, moi je trouve qu'il a une aura, mais c'est pas la même manifestement. Et donc voilà, il y a une espèce de fascination réciproque entre les deux hommes qui fait que voilà, c'est pour ça qu'il l'aime bien. Ouais. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Alors moi, il y a une phrase qui est dans ma bande dessinée que je trouvais assez juste, c'est que quelqu'un comme Poutine peut être aussi impressionné par quelqu'un comme Depardieu justement par sa liberté. Parce que Gérard, c'est quelqu'un qui a finalement tous les pouvoirs, il n'en a rien à foutre, il peut très bien tutoyer n'importe quel chef d'État, aller où il veut, il n'a pas de problème de frontières comme on l'a vu, il n'a pas de problème d'argent, et donc aujourd'hui, il fait vraiment ce qu'il a envie. Et même quelqu'un comme Vladimir Poutine ne peut pas faire ce qu'il veut, il est quand même dans son rôle qui l'oblige voilà, il ne peut pas sortir de son rôle. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot où il est question de Depardieu.
Gérard Depardieu, attiré par Hollywood dès le début de sa carrière, mais comment imposer un patronyme aussi francophone? Ils sont moqués en discutant avec Isabelle Huppert sur le plateau d'un film de Maurice Pialat en 1979. Si tu tournes en Amérique, ils t'appelleront Isabelle Huppert. Et quoi, comment ils t'appellent? Depardieu? Non, ils savent pas le dire. Un jour, je dis, why you have to change your name. Ils me disent, je dis, mais merde, mon nom, c'est mon nom. Depardieu? Depardieu. 12 ans plus tard, Gérard Depardieu tournait Green Card avec Peter Weir, le réalisateur du Cercle des poètes disparus. Touchstone Pictures presents France's most acclaimed actor, Gérard Depardieu. L'accent Frenchy, les anglo-saxons adorent, et surtout le sens de l'autodérision du comédien, interpellé ici sur CNN sur l'épisode de la bouteille dans laquelle il avait uriné dans un avion. It's like when you want to pee and you cannot stop, you know, and I was so laughing. And Gerard. Le rire de Gérard Depardieu, international et unique. Ce rire qui fait rire, en effet, Mathieu Sapin, on ne peut pas s'en empêcher. Oui, mais vous voyez, c'est exactement ça, c'est qu'il a un côté féminin dans sa voix, et par moi, il peut aussi passer au grave, donc il y a vraiment cette duplicité comme ça. Et c'est dans ce type d'anglais que vous l'avez entendu dans tous les pays étrangers, c'est par l'anglais qu'il passait? Oui, puis des fois du franglais, mais il y a des moments très très drôles, ouais. Quand il engueule les gens, une fois, il avait dit « I never been traité de la sorte ». C'est très drôle. C'est pas mal, effectivement. Vous avez eu des nouvelles de lui depuis la sortie du livre? Oui, bien entendu. Oui. D'abord, je lui ai donné le livre, évidemment, et il était assez touché, je crois. Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Il était surpris. Il était de voir d'abord l'épaisseur du bouquin, et puis la quantité d'anecdotes que j'avais ramenées. Mais surtout, ce qui lui plaisait, c'est que d'après lui, c'était quand même assez juste, le portrait que j'avais fait de lui, et comme il ne s'aime pas en photo ni au cinéma, il disait qu'en BD, oui, là ça passait, il peut se voir en BD. Et vous allez aimer la BD, le livre de Mathieu Sapin, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, que l'on recommande. Merci Mathieu Sapin, ça paraît chez Dargaud. Merci également à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Gilles Mazzaniello.